Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire, l'innovation au service de la transition écologique. On en parlera avec l'invité de l'émission, Pierre Quinonero, le cofondateur de Purple Alternative Surface. Il fabrique des dalles perméables destinées au BTP à partir de déchets plastiques non recyclables. Dans le débat de ce Smart Impact en partenariat avec les entreprises s'engagent, je recevrai Prisca Thévenot, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse. On va parler des dispositifs d'accès à l'emploi des plus jeunes et puis de la lutte contre le harcèlement scolaire, comment l'action de l'État s'articule avec celle des entreprises. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, vous découvrirez Swoop Energy qui donne une seconde vie aux batteries de voitures électriques. Voilà pour les titres, c'est parti, 30 minutes de Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Pierre Quinonero. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes cofondateur de Purple Alternative Surface, créé avec Sébastien Molla. En 2020, vous êtes basé à Belfort. Votre objectif initial, c'était quoi, de trouver une solution à l'accumulation des déchets plastiques. Vous êtes parti de ce constat ? C'est-à-dire qu'on est les deux sportifs de haut niveau, on est dans le milieu du BTP, et puis on a des enfants. Et on est parti du constat qu'il y a énormément de déchets plastiques. Sébastien, il fait de la plongée sous-marine, donc on connaît bien les problèmes de plastique dans l'océan. Moi, je suis beaucoup dans la forêt. Et puis, on voulait vraiment... Voilà, on est la dernière génération qui va pouvoir faire quelque chose pour l'écologie, pour la transition écologique. Et donc, on voulait avoir un impact. Et dans le milieu du BTP, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation. C'est un milieu qu'on connaît bien. Et on a dit, pourquoi on ne pourrait pas réutiliser des déchets plastiques qui aujourd'hui n'ont pas de solution et les transformer en matière première pour en faire un produit utilisé dans notre métier. On va détailler ce qu'est votre innovation, mais d'abord ce constat. Effectivement, 3 millions de tonnes de déchets plastiques enfouis ou incinérés chaque année en France. Là, on est au cœur de votre business model. C'est-à-dire, ce sont ces déchets plastiques non recyclables. Votre idée, c'est quoi ? C'est d'en faire le gisement. C'est ça. Aujourd'hui, il y a une vraie problématique de plastique. Tout le monde le sait. Il n'y a que 27% des plastiques qui sont recyclés correctement. Donc, c'est à peu près 3 millions de tonnes qui sont enfouies. Mais alors, c'est quoi ? C'est quel type de plastique ? C'est ce qu'on appelle des multicomposants. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs plastiques mélangés en eux. Et donc, c'est très compliqué de les séparer pour pouvoir les recycler, Alors, le recyclage, on connaît beaucoup la bouteille en plastique, ça c'est très bien recyclé, mais c'est une sorte de plastique. Il y a 7 catégories de plastique très connues qu'on utilise tous les jours. Le PET, donc les bouteilles en plastique en est une. Ça se recycle plutôt bien parce qu'une bouteille c'est facilement reconnaissable. Donc quand vous la mettez à la poubelle, ça arrive dans un centre de tri, on reconnaît tout de suite la bouteille, donc on va pouvoir la mettre de côté. Mais après il y a tous les mélanges en fait, tout ce qui est... Donc vous récupérez en quelque sorte ce mélange. C'est ça, donc on travaille avec des centres de tri. Voilà. Et les centres de tri en fait trient tout ce qu'ils peuvent et le reste c'est mal trié ou alors c'est mélangé. Et là du coup ça demanderait énormément de main d'œuvre et d'énergie pour pouvoir reséparer les couleurs, les sortes de plastique, etc. Donc nous on a dit mais pourquoi on ne pourrait pas prendre tous ces plastiques et finalement même si chimiquement ils ne sont pas compatibles, le fait d'avoir quelque chose d'épais. On va prendre du temps pour parler du produit après, donc rapidement, en quoi c'est innovant votre solution ? C'est justement qu'on arrive à transformer ces déchets-là que personne ne sait recycler et les transformer pour une matière première pour en faire un élément dans le BTP. Vous avez déposé des brevets, il y a eu plusieurs années de recherche et développement. Il y a eu plus de 3 ans de R&D. On a construit des machines spécifiques. On est sorti complètement de l'injection plastique traditionnelle pour pouvoir justement transformer ces déchets-là en un objet. Et c'est aussi l'objet lui-même, c'est-à-dire la dalle, qui est très épaisse, qui fait qu'on arrive à recycler ces plastiques. C'est-à-dire que si on avait voulu faire quelque chose, un tableau de bord de voiture ou quelque chose de très fin qui demande d'être propre, d'être sans rayures, ça aurait été très compliqué. Nous, aujourd'hui, finalement, on fait un élément de voirie. Oui, c'est ça, ce sont des dalles donc épaisses, perméables. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, on voulait, nous, en tout cas, un élément de voirie perméable parce que c'était une demande qu'on avait dans notre métier. Aujourd'hui, la perméabilité des sols, remplir les nappes phréatiques, laisser passer l'eau, c'était un petit peu le sujet du moment. Et donc, on a beaucoup de produits qui existent, mais en béton ou des pavés ou alors des éléments allemands. Il y avait beaucoup de choses
il n'y a pas de truc français, en fait, si vous voulez. Donc, on a dit, pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire voilà, on s'est attaqué. Et donc, ça rentre aussi dans cet objectif du zéro artificialisation nette qui inquiète beaucoup d'élus, quelques entrepreneurs aussi, avec voilà, une première échéance en 2030, l'objectif zéro pour 2050. Vous êtes une partie de la solution? Est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire ça. Alors, c'est sûr que quand on pose une dalle par terre, on artificialise. À partir du moment où vous mettez quelque chose au sol, alors nous, la chance, c'est qu'on a un modèle qui est démontable. Donc, on peut très bien, justement, artificialiser une semaine, faire une animation et enlever notre dalle et du coup, garder l'herbe... Mais on serait quand même, enfin, si une commune cherche à améliorer son bilan d'artificialisation, avec votre solution, c'est quand même de l'artificialisation, même si elle est perméable? Alors, déjà, les communes, maintenant, elles vont avoir l'obligation de perméabiliser les sols. C'est ça. Les parkings, les constructions, les nouveaux permis de construire à partir de janvier 2024, ils vont devoir faire tout ce qui est voirie, VRD, parking perméable. Donc nous, on apporte cette solution française, innovante, de pouvoir réaliser des parkings perméables et de répondre à la nouvelle réglementation d'urbanisme des permis de construire. Pour la loi ZAN, c'est un peu plus compliqué, c'est zéro artificialisation nette. C'est-à-dire que si on va vouloir construire, artificialiser, il faudra rendre des sols perméables ailleurs pour pouvoir rendre des sols perméables qui étaient perméables. Bien sûr. Donc nous, on va être cette solution-là. C'est-à-dire que oui, on va artificialiser, par contre, on va pouvoir donner de la surface à artificialiser à une commune parce que justement, elles ont permis à une autre parcelle de devenir perméable. D'accord, de redevenir perméable grâce à votre solution. Qui sont vos clients aujourd'hui? Vous l'avez dit, les communes. Nous, aujourd'hui, on vend en B2B, donc c'est-à-dire on n'est que pour les professionnels, on ne vend pas aux particuliers, et c'est public-privé. Donc ça va être, aujourd'hui, on a le groupe Poulaillon, qui est une chaîne de boulangerie, qui a décidé d'avoir un impact sur l'environnement, de faire ses parkings perméables, responsables, avec des déchets plastiques, parce qu'eux également font des déchets plastiques. Donc il y a beaucoup d'entreprises où on récupère leurs déchets pour faire leur parking. C'est ça qui est sympa. Et puis des collectivités publiques, marchés publics, refaire le parking d'une école. On a fait le parking d'école à Giromagny à côté de Belfort. On a fait le parking d'un stade de foot. Voilà. J'ai lu que vous aviez signé un partenariat, un accord de partenariat avec Colas, la filiale du groupe Bouygues. En quoi il consiste? C'est notre grande fierté 2023, parce qu'on a réussi à obtenir un contrat avec un grand groupe du BTP. Donc on est très fiers de ça, le groupe Colas, qui est un des leaders français du BTP. Ils ont besoin également d'avoir des solutions perméables, françaises, innovantes, avec un impact environnemental très faible, et nous au contraire on décarbone, c'est-à-dire que grâce à notre solution on va pouvoir gagner du carbone, et ça c'est très important aujourd'hui avec vous savez que la France va devoir diviser par 2 ses émissions carbone, donc nous on va être une solution pour un chantier ou pour une collectivité de pouvoir faire une économie de carbone. Une place de parking avec notre dalle, c'est 1 tonne de CO2 économisée. Pourquoi? Parce qu'on a récupéré des plastiques qui jusqu'à présent étaient incinérés ou enfouis, quoi. Si vous prenez la moyenne française de l'incinération et de l'enfouissement, ça rejette du CO2. Bien sûr. Quand vous brûlez des déchets, ça rejette énormément de CO2. Donc nous, on va éviter justement à ces déchets d'être incinérés, donc de rejeter du CO2. Donc 1 place, 1 tonne, donc c'est assez... Quels sont les avantages pour le secteur du BTP? Je reste sur ce secteur. Si on compare votre solution à ce qu'ils font habituellement, au-delà du bilan carbone. Le bilan carbone, c'est déjà une grosse solution pour eux, parce qu'ils vont devoir aujourd'hui maîtriser... La modularité peut-être, le fait que ce soit déplaçable? C'est facilement démontable, ça se pose très simplement, ça pèse que 5 kilos. Donc ça va très vite. Donc nous, sur un chantier, c'est comme ça que Colas nous a connus d'ailleurs, sur un chantier que nous on faisait, c'est Colas qui posait pour une école. En fait, ils avaient prévu 4 jours de pause, et en fait, à la fin de la journée, ils avaient fini. Donc ils ont dit, on a gagné 3 jours. Voilà, donc c'est un impact financier pour eux. Bien sûr. C'est un gain de temps, d'argent, moins d'équipe. Donc voilà, c'est aussi tout ça qui leur apporte. Et puis, je pense qu'ils sont surtout intéressés par l'impact environnemental. C'est assez important, je pense. Votre solution a reçu le label Solar Impulse, qui peut ouvrir quand même des marchés internationaux, ou en tout cas donne une notoriété internationale. La prochaine étape, c'est quoi? La production industrielle? Vous en êtes où là? Alors, on s'est rendu compte que transformer des déchets plastiques, nous, il fallait qu'on les transporte. On transportait les déchets d'un centre de tri, on les amenait dans notre usine où on transforme ces déchets en dalles. Et en fait, les plastiques, c'est léger.
Donc on a dit pourquoi finalement on n'arriverait pas à transporter notre usine, parce qu'en fait c'est qu'une machine qu'on a développée, et que cette machine on la mettrait au pied des déchets. Donc en fait, donc plutôt que de faire des gigafactories, vous allez en faire des petites. Voilà, nous au lieu de faire une gigafactory, on veut faire des centaines de petites factories, des mini-factories. Et il y aura encore un plus grand impact sur l'environnement, puisque on va consommer énormément moins de CO2, on va arrêter de transporter des déchets légers, faire des kilomètres pour les transformer, on va amener l'outil de transformation en dalle sur place. Et donc aujourd'hui, on a eu des demandes partout. On a des demandes beaucoup sur l'île Maurice, l'île de la Réunion, la Corse, le Vietnam, le Canada. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on développe ces mini-usines. Donc c'est notre travail de 2024, créer notre première mini-usine. Donc on a un centre de tri en Haute-Saône avec qui on travaille et on est très fiers de ça. En fait, on récolte des déchets qui étaient encore incinérés il y a 2 ans. Et aujourd'hui, on a des bennes spécifiques plastique rigide où les gens vont pouvoir jeter leur plastique non plus dans la benne mélangée, mais dans une benne plastique. Et cette benne-là, nous, on va la transformer en matière première. Donc on va la déchiqueter, la broyer, la transformer en paillettes. On ne va pas faire de compoundage, ce qu'on appelle du compoundage dans le métier, c'est-à-dire qu'ils refondent pour refaire de l'habit. On va directement, ces déchets, les transformer en dalle. Merci beaucoup, Pierre Quinonero. Bon vent à votre entreprise. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, le Zoom RSE de cette émission, avec notamment l'accès des jeunes à l'emploi au programme. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Bismart, partenaire des entreprises, s'engage, la communauté française des entreprises engagées pour une société inclusive et un monde durable. Chaque mois dans Smart Impact, on détaille les actions menées sur le terrain. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Prisca Thévenot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. Les entreprises s'engagent, c'est une initiative lancée par le président de la République, c'était en 2018. Et l'objectif, c'était de rassembler entreprises, services de l'État, des collectivités au niveau local. Et vraiment, il y a de la granularité avec des clubs départementaux. Comment votre ministère y participe? Comment ça s'imbrique tout ça? Bien, effectivement, oui, c'est avoir cette capacité à faire du local et d'être dans cette puissance d'impact territorial. Et c'est vrai qu'en général, quand on parle d'impact, on a tendance dans l'esprit collectif à penser d'impact individuel ou alors d'association, mais en réalité, souvent au cœur de nos sociétés, de nos villes, de nos villages, eh bien, il y a des entreprises. Et donc, c'est de rappeler la puissance et la capacité qu'ont ces entrepreneurs, ces petites entreprises, ces grandes entreprises à créer, générer de l'impact positif autour d'elles. Donc en réalité, c'est quelque chose qui a été mis en place sur la base d'une évidence. Oui. Est-ce que les entreprises et un ministère, une administration parlent toujours le même langage? Il y a un peu la réponse dans ma question, vous voyez ce que je veux dire? Il y a la réponse de votre question et en même temps. Et en même temps, c'est vrai qu'avec Emmanuel Macron en 2016, puis le renouvellement en 2022, il y a une nouvelle classe politique qui est arrivée, dont je fais partie, où nous n'avons pas grandi, nous n'avons pas été biberonnés à la chose politique. Moi-même, je viens du monde de l'entreprise. Et donc, au contraire, moi, je me sens dans un autre monde quand je suis en politique. Et nous avons cette capacité, du coup, à casser un peu les codes de part et d'autre. On va découvrir des actions concrètes avec vous, Prisca Thévenot. Par exemple, le dispositif Un jeune, un mentor. De quoi il s'agit? Comment ça marche? Déjà, rappelons ce qu'est le mentorat. Oui. Le mentorat, effectivement, aujourd'hui, c'est un terme, c'est un mot, mais ça a toujours existé. On a tous dans notre souvenir un professeur, un parent, un ami, un voisin qui à un moment nous a aidés, qui à un moment nous a conseillés, qui à un moment a été là pour nous. Mais ça, c'est du mentorat. On a simplement transformé cela en politique publique pour dire que nous devons impulser cette démarche-là et faire en sorte que chaque jeune puisse en bénéficier. Donc c'est une politique qui a été lancée autour d'un collectif qui s'appelle le collectif Mentorat, avec des associations qui s'engagent, et nous faisons le lien, en tout cas dans mon ministère, entre ces associations avec les jeunes et les entreprises. Et alors, qui sont les mentors et quel type de conseils peuvent-ils donner? Parce que c'est très très vaste ce dont on parle. Tout le monde peut être mentor, vous pouvez être mentor, je suis mentor. En gros, c'est cette capacité à donner du temps et à être en capacité de raconter des histoires, son parcours, son projet, mais aussi d'être en capacité de chercher ensemble des solutions. C'est-à-dire que, par exemple, un jeune qui a pour ambition, je dis n'importe quoi, de devenir boucher ou dentiste ou je ne sais quoi, eh bien, n'est pas forcément amené à avoir un mentor qui est boucher ou dentiste ou autre chose. D'accord. Il est juste avec
un adulte qui est autre que sa sphère personnelle et qui va l'aider à cheminer dans son parcours personnel. Mais c'est forcément tourné vers l'emploi. L'objectif, c'est d'aider les jeunes à se familiariser avec le monde de l'emploi, à choisir la bonne filière, à trouver un emploi. Tout à fait. Le premier objectif, c'est bien évidemment d'être cette passerelle entre le milieu professionnel et ce qu'on connaît habituellement quand on est jeune, le milieu académique scolaire. Ouais. Mais soyons très clairs, on ne sillonne pas les échanges qu'on va avoir avec son mentor ou son mentoré. Et donc, moi, j'ai des couples mentors-mentorés où finalement, ils se retrouvent à parler de culture, ils se retrouvent à parler de passion et ils partagent des sujets de la vie de tous les jours, de leur sphère privée. Oui, ce que vous disiez, on n'est pas forcément avec un mentor qui est dans la sphère ou dans la formation ou dans le métier et souvent pas du tout que le jeune cherche. Est-ce qu'ils sont encadrés? Parce que on confie, entre guillemets, un jeune à un adulte. Comment ça se passe? Comment c'est encadré? Tout à fait raison. Il y a un encadrement qui est mis en place et c'est pour ça qu'on a mis en place cette politique publique. Nous avons mis en place, avec Olivier Dussopt, un collectif mentorat qui regroupe un certain nombre d'associations qui opèrent le mentorat et qui mettent en lien les jeunes avec les moins jeunes, donc les mentorés avec les mentors. Et donc nous sécurisons cette politique publique au travers d'associations que nous venons labelliser pour être en capacité de mener à bien cette politique publique. Alors je crois que vous étiez dans le Rhône d'ailleurs avec Olivier Dussopt, c'était au début du mois de décembre pour faire quoi, une sorte d'état des lieux. On était quoi, 2 ans après le lancement du dispositif? C'était un comité de pilotage effectivement avec l'ensemble des acteurs du collectif mentorat et puis ça avait une petite note personnelle pour moi puisqu'on était sur mon ancienne école, l'EM Lyon, où effectivement nous avons cette culture entrepreneuriale très forte de mêler le public et le privé et de ne pas avoir de barrière entre les deux. Et donc, nous avons décidé ensemble de faire un peu de Lyon et de Écully, où se trouve l'école de l'EM Lyon, eh bien, peut-être la capitale du mentorat, parce que ça a une résonance dans notre pays, mais c'est aussi une résonance au niveau européen. Et quel bilan, justement, on peut en faire 2 ans après? Il y a eu combien de binômes comme ça qui ont été créés? Est-ce qu'on en voit déjà les résultats? Oui, on en voit. Il faut juste parler avec aussi bien les mentorés que les mentors. Parce que le mentorat apporte d'un côté comme de l'autre, cette capacité à découvrir d'autres personnes et à accompagner d'autres personnes. Ce qu'il en ressort, c'est effectivement beaucoup de bénéfices, mais plutôt que de raconter ce qui se passe bien, parce que vous pouvez imaginer tout ce qui se passe bien, c'est de dire aussi quels sont nos défis. Nos défis, c'est de pouvoir aller chercher des jeunes qui ont besoin d'autant plus du mentorat, mais qui n'arrivent pas à accéder à cette politique publique par méconnaissance ou par capacité de capter cette politique publique. Et donc, nous avons développé un fonds spécifique pour permettre de rendre cette politique accessible, notamment aux jeunes des QPV, aux jeunes en filière pro ou aux jeunes porteurs de handicap. Vous êtes également en charge, c'est même dans l'intitulé de votre ministère, du service national universel. On en est où? Eh bien, on en est que l'année prochaine, nous allons avoir 80 000 jeunes qui vont faire le service national universel. Pour rappel, le service national universel, c'est 2 temps. Un temps de séjour de cohésion de 12 jours, celui qui est quand même assez connu, et puis un temps de service à la nation, qui peut être un engagement dans les réserves, le service civique, les cadets de la gendarmerie. Pourquoi j'insiste sur les 80 000 l'année prochaine? Parce qu'en fait, depuis le début, depuis qu'elle a été lancée par Gabriel Attal et puis déployée par Sarah El Haïry, ce sont 90 000 places qui ont été ouvertes. Et là, simplement une année, on va presque avoir le même nombre de places. Et de façon très concrète, eh bien, je vais, à mon avis, devancer votre question. Oui, je souhaite que le service national universel devienne un passage républicain pour chaque jeune de notre nation. Donc qu'il soit généralisé. Qu'il soit généralisé. Est-ce que vous employez le mot obligatoire? Pour qu'il soit universel, il faut qu'il soit généralisé. Et il faut effectivement qu'il soit adossé à cette capacité de toucher tous les jeunes. Maintenant, si c'est mon souhait, ce n'est pas ma décision. Cette décision revient entièrement et essentiellement au président de la République. Ça coûte combien? Ça coûte... Parce que c'est une vraie question, à chaque fois on vous la pose. Vous voulez généraliser, très bien, mais combien ça coûte? Vous savez, aujourd'hui je suis secrétaire d'État, j'étais hier parlementaire. Donc les temps de débat budgétaire, je les connais et il faut les respecter. Et oui, nous avons un devoir de transparence, ça coûte 2 milliards. 2 milliards à peu près par an. Et donc oui, c'est une certaine somme, mais c'est une politique de prévention. Et à ce titre, si effectivement le SNU a un coût, au regard des défis qui sont les nôtres aujourd'hui, il a une valeur qui n'a clairement pas de prix. Qu'est-ce qui nous ferait économiser après? J'entends votre argument, mais ces 2 milliards, pourquoi ils vont être bien utilisés? Déjà parce qu'on investit sur notre jeunesse. À un moment, il est important de rappeler notre cap. Et en tant que nation, nous devons avoir un cap qui va au-delà même d'un mandat, d'une personne. Et donc oui, nous devons être capables de dire qu'aujourd'hui, nous avons peut-être des fractures dans notre pays qui nous empêchent par moments de regarder dans la même direction, de nous rappeler que nous devons être unis et solidaires, malgré des nuances, sous le même drapeau. Et donc, soit on prend le sujet au sérieux et on investit
on ne dépense pas, on investit, soit on considère qu'on met des pansements sur des jambes de bois, et puis dans 5 ans, on se reposera encore les mêmes questions de comment faire nation au regard des défis qui sont les nôtres. Ouais, c'est un enjeu majeur, le sentiment d'appartenance effectivement à la nation. Est-ce que ça se raccorde aussi à l'enjeu dont on parlait au début de cette interview, c'est-à-dire l'enjeu de l'emploi ? Est-ce qu'il y a des jeunes qui d'une certaine façon, grâce au SNU, prennent confiance, changent d'orientation, osent se lancer ? Ça participe de l'émancipation des jeunes, puisque ça arrive autour de la classe de seconde. Ouais. Donc on est vraiment dans cette période-là. On est un peu tôt quand même pour le. On est un peu tôt, mais ça participe aussi de cette capacité à sortir de ses précarés, sortir de ses habitudes, aller parler à des jeunes auxquels on n'aurait jamais parlé autrement, et puis aller découvrir d'autres territoires. Donc ça participe de cette ouverture d'esprit qui est nécessaire, un peu cet esprit de compagnonnage qui, soyons très clairs, n'a que des aspects positifs. Alors vous parliez de l'engagement civique des jeunes, ça rejoint un thème ultra important qui est la lutte contre le harcèlement scolaire. Vous avez mis en place des missions de service civique dédiées à ça. Dans quel collège et qui y participe ? Qui sont ceux qui encadrent d'une certaine façon ? Tout à fait. Effectivement, il a été rappelé par Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, que nous faisons du harcèlement et du cyberharcèlement une priorité. Parce qu'effectivement, si on n'est pas heureux à l'école, on n'apprend pas bien. Et donc, nous avons mis un certain nombre de dispositifs en place. Et effectivement, moi, j'ai la politique publique du service civique, qui est un engagement de 6 à 12 mois pour un jeune. Et donc, on a mis en place des ambassadeurs service civique contre le harcèlement. Ils sont déployés, ce sont des jeunes, entre 18 et 25 ans, ou 30 ans s'ils sont en situation de handicap, qui sont déployés dans les établissements scolaires pour être peut-être ce moment, ce relais où un jeune a besoin de se confier et qu'il n'est pas forcément à l'aise pour se confier avec un beaucoup plus âgé, un professeur ou un chef d'établissement. Est-ce que ça marche ? Ça marche très bien. Oui. Ça a été mis en place il y a combien de temps ? Ça a été mis en place il y a 2 mois maintenant. D'accord, exactement. Vous avez déjà des retours ? On a déjà des retours et j'ai été lancée effectivement auprès d'un établissement scolaire au Mans. Les premiers ambassadeurs de services civiques luttent contre le harcèlement et nous voyons, en fait, c'est les jeunes qui le disent le mieux. C'est qu'ils se sentent plus à l'aise pour aller parler à quelqu'un qui sont plus proches d'eux en termes d'âge, mais qui ne sont pas non plus des jeunes de leur établissement scolaire. Prisca Thévenot, on enregistre cette interview, on est en pleine semaine de rumeurs de remaniement. C'est dur d'être ministre dans un climat comme celui-là ? Non, j'ai choisi de m'engager en politique, donc je ne vais pas commencer à venir me plaindre ou à me victimiser. J'ai la chance de pouvoir servir mon pays. Aujourd'hui en tant que secrétaire d'État, hier en tant que députée, avant-hier en tant que conseillère régionale, mais tous les jours en tant que militante. Donc quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, je continuerai à m'engager et à servir mon pays. Quand vous avez appris que le Conseil des ministres était reporté, vous vous êtes dit, oula, qu'est-ce qui se passe ? À vrai dire, je ne l'ai pas vraiment appris, je l'ai appris en décalé, puisque j'ai passé le 31 décembre, j'ai eu la chance de passer le 31 décembre en Guyane, auprès de nos hommes et de nos femmes militaires. Avec la Première ministre, justement. Exactement, qui s'engagent loin de l'Hexagone, mais sur un bout de terrain français pour défendre nos intérêts. Merci beaucoup Prisca Thévenot et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre rubrique Start-up, une solution de recyclage des batteries de voitures électriques, vous allez voir. Smart Ideas avec Yann Cousin, bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Swoop Energy, créé il y a 2 ans avec Alexis Claes. C'était quoi l'idée de départ, le déclic ? Alors le déclic, c'est un voyage en Australie que j'ai fait en 2019 avec un ami. En fait, on s'est retrouvé pris dans les feux de forêt qui embrasaient la moitié est du pays à l'époque. Et on s'est retrouvé en fait dans une situation où le réseau électrique était endommagé. On n'avait plus d'accès à l'électricité. On était obligé de faire fonctionner des groupes électrogènes thermiques, donc à essence ou à diesel. Et on a trouvé ça un peu paradoxal. L'idée de continuer à émettre du CO2 alors qu'on est justement face à une situation climatique qui a été engendrée justement par les émissions. Et du coup, l'idée, c'était de trouver une alternative écologique à ce produit. Et en fait, en rentrant en France, en me renseignant un peu sur ce qui se faisait sur la nouvelle mobilité, les énergies renouvelables, etc., je suis arrivé au constat qu'en fait, on pouvait réutiliser les batteries de véhicules électriques et leur donner une seconde vie. Alors, pourquoi pas associer justement cette recherche d'alternatives pour le groupe électrogène et cette idée de donner une seconde vie aux batteries. Et donc, vous créez des valises énergétiques, c'est ça, ça s'appelle Eco5, cette valise. À quoi elle ressemble et puis quelle innovation en quelque sorte ? Tout à fait. Alors, nous, on crée des stations d'énergie mobiles, zéro émission et totalement silencieuses, donc pour remplacer les groupes électrogènes polluants et bruyants. En fait, ces valises d'énergie, elles intègrent une batterie. La différence avec nos concurrents, c'est que ce n'est pas une batterie neuve, c'est une batterie de seconde vie qui provient de l'automobile. Et du coup, en fait, l'idée, c'est de pouvoir
avoir un produit qui associe haute performance parce qu'on a une batterie qui provient de l'automobile, mais aussi très faible bilan carbone parce qu'on a une batterie qui, elle, est issue du réemploi. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir combiner un peu ces deux mondes-là. Il y a une seule batterie par valise, ça suffit à alimenter en quelque sorte un groupe électrogène? Ouais, alors pour expliquer un peu comment ça se passe, en fait, sous le véhicule électrique, vous avez ce qu'on appelle un battery pack. Ce battery pack est divisé en plusieurs modules. En fait, nous, on récupère un module qu'on intègre dans une solution. Donc une valise égale un module. Et ce module, il fait 6 kWh de capacité. Donc par exemple, vous pouvez consommer 1000 watts pendant 6 heures. Et il délivre une puissance de 5 kW. Donc vous avez l'opportunité de faire marcher beaucoup d'équipements électriques dans plein de secteurs d'activité différents, BTP, audiovisuel, événementiel, etc. Elle est forcément ultra solide, cette valise, j'imagine. Ouais. Quel type de matériaux? Et puis surtout, quels usages? Donc groupe électrogène, vous avez déjà des clients, vous avez déjà prouvé l'efficacité de ces bases énergétiques? Oui, tout à fait. Alors, au niveau de ce à quoi ça ressemble, c'est une petite valise qui fait un peu moins d'1 mètre de haut. C'est sur roue, on peut la déplacer facilement seule. Au niveau de l'utilisation, en fait, c'est très simple. Vous avez une batterie à l'intérieur. Vous pouvez la recharger soit sur secteur, soit en branchant des panneaux photovoltaïques directement dessus. Et une fois que la batterie est chargée, vous branchez vos équipements dessus. On a déjà testé avec différents secteurs d'activité. On a une large palette de secteurs d'activité potentiels qu'on cible. C'est BTP, audiovisuel, événementiel, mais aussi tout ce qui est collectivité, service public, ou encore ce qu'on appelle les situations de crise, quand on a justement le réseau électrique qui est endommagé, justement pour revenir un peu à l'histoire de tout à l'heure, où là on va viser tout ce qui est ONG et tout ce qui est organisme de secours, etc. D'accord. Et donc vous en êtes à quelle phase? Il y a une levée de fonds, je crois, qui est prévue cette année, c'est ça? Alors tout à fait. On commence donc l'industrialisation de ce premier produit au printemps 2024, donc aux alentours du mois de mars. Donc début de sa commercialisation vers le mois d'avril. Et on a une levée de fonds qui est prévue pour le deuxième semestre de 2024. Avec des partenaires qui seront notamment des partenaires locaux. Vous êtes basé dans les Hauts-de-France, c'est ça? Tout à fait, ouais. On est basé dans les Hauts-de-France. On avait en fait comme conviction de pouvoir produire localement en plus de la conception. Donc on a créé un partenariat avec un industriel local et pour pouvoir justement produire en volume dès l'amorçage de l'activité et pouvoir aussi profiter de l'expertise de cet industriel. Et aussi, c'est intéressant de le faire parce que dans notre écosystème local, finalement, en fait, les Hauts-de-France, c'est vraiment une région qui bouge beaucoup au niveau des batteries. On a des acteurs qui sont dans la production de batteries, dans le recyclage. Et en fait, nous, on a un peu le chaînon manquant dans cette chaîne de valeur, qui est le réemploi de cette batterie avant son recyclage. Donc on est vraiment complémentaires dans l'écosystème. Merci beaucoup. Merci Yann Cousin d'être venu nous présenter Swoop Énergie. À bientôt sur Bismart. Restez en place. Je vais juste remercier les équipes de Bismart de m'accompagner dans la préparation et la production de cette émission. Et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Smart Impact. Restez avec nous sur la chaîne des Audacieuses et les Audacieux. Salut!